Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 82e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle vidéo, à un nouveau volet de vidéos. On avait vu pas mal de stacks précédemment et là on va découvrir un petit peu un autre monde. C'est la conteneurisation avec aujourd'hui une vidéo d'introduction à ce qu'est un conteneur finalement. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelle est sa différence avec ce qu'on a vu précédemment, d'où ça vient un petit peu. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra Kubernetes. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette playlist pour ça, à suivre la chaîne également pour ça. Donc on découvrira Kubernetes dans la prochaine vidéo en guise d'introduction. Puis on rentrera un peu plus dans le détail au fur et à mesure de Kubernetes pour en connaître le minimum, toujours le même principe, et réussir à intégrer tout ça dans notre infrastructure. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez fluide entre ce cluster Kubernetes qu'on mettra à terme dans notre infrastructure et puis l'existant de notre infrastructure, et puis on verra qu'après on pourra faire des déplacements d'éléments qu'on a déjà installés finalement dans notre infrastructure mais qu'on pourrait plutôt installer dans notre cluster Kubernetes. Alors du coup c'est parti pour les containers. Aujourd'hui, toujours introduction. Si vous voulez aller plus loin en matière de containers, ça peut être assez sympa pour vous, c'est d'aller voir la playlist dédiée à Docker, où vraiment vous allez avoir même toutes les lignes de commande dédiées à Docker. Aujourd'hui on va vraiment survoler plein de choses, mais essayer d'avoir un petit peu la base nécessaire pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Vous avez aussi la playlist dédiée à Kubernetes si vous souhaitez regarder également les choses un peu plus en profondeur de ce côté. Alors les containers, ça vient d'où? C'est un petit peu quelque chose qui date pas d'hier finalement au niveau de Linux, de Unix également. Vous voyez que donc du coup si on revient vraiment assez loin en arrière, on a la notion de chroot qui existe toujours d'ailleurs, qui date d'Unix V7, vous voyez 1979, c'est l'année de ma naissance, donc ça ne rajeunit pas comme dirait l'autre, mais il y a pire. Et derrière, en 2000, donc alors là on n'a pas complètement tous les jalons, mais donc le chroot, l'idée c'est d'essayer de créer une sorte d'isolation qui permet de sécuriser de fait, et de faire en sorte que quand on a une hiérarchie de file system, Linux sur un serveur donné, si on veut permettre à des utilisateurs particuliers, alors de différentes manières, de ne pas voir l'intégralité de l'architecture et de les mettre finalement dans une sous-partie de cette architecture de manière à les isoler et à faire en sorte qu'ils ne puissent pas remonter notamment à la racine de cette architecture. Donc ça c'est un peu le principe global de chroot en raccourci on va dire. Ensuite on a la notion de FreeBSD JAIS, donc là l'idée c'est plutôt la notion de container un peu plus récente, un peu plus moderne, dans le sens où on ne s'intéresse pas que strictement à cette partie de hiérarchie de file system. Ensuite, il y a eu plusieurs, on va dire, tentatives un petit peu. Alors, c'est pas que les autres solutions étaient mauvaises par le passé, mais c'est qu'il a fallu qu'il y ait quand même que les planètes entre guillemets se rencontrent, s'alignent pour que finalement la conteneurisation prenne. Donc, il y a eu plusieurs un petit peu de tentatives. Linux vServer en 2001, Solaris Containers en 2004, OpenVZ en 2005, et puis là passe un premier cap, c'est 2006 on va dire à peu près, 2006-2007, l'évolution du noyau Linux, l'intégration de ce qu'on appelle les C-groups, et l'arrivée de Docker un peu dans la danse de Google dans la danse à l'époque. Donc c'est eux qui sont à l'origine principalement des control groups, donc C-groups. Les control groups c'est quoi? Alors on en reparlera un petit peu plus tard. L'idée c'est de pouvoir réserver des ressources pour des processus donnés, donc de la RAM, du CPU et éventuellement des I/O, etc. Donc ça c'est une notion très plus récente, du coup, on peut pas dire très récente maintenant, 18 ans au niveau de l'informatique c'est une éternité quasiment. Et puis ensuite on a 2008 et là donc vraiment l'assise de ces C-groups et des namespaces. Donc là, les namespaces, c'est aussi une autre notion qui est assez intéressante. Les C-groups, donc c'est la réservation de ressources. Les namespaces, c'est la capacité un petit peu comme chroot qui peut représenter finalement une sorte de namespace, c'est la capacité à isoler complètement, ou en tout cas le plus possible, un processus qui va tourner. C'est-à-dire qu'il ne soit en mesure de voir ce processus qu'une hiérarchie de file system qu'on va lui dédier, qui sera en mesure de voir également
qu'un nom de hostname qui pourra être différent du hostname sur lequel il est. Donc si mon laptop par exemple il s'appelle Titi, je peux lancer un container Tutu et dans ce container avoir un hostname qui sera Tutu par exemple, et de la même chose, les mêmes éléments par exemple pour le réseau, brique énormément importante au niveau des containers, et du coup derrière ça va permettre de dédier un petit peu un réseau et de créer des isolations réseau qui vont avec d'autres éléments qui vont également de pair. Donc avec ces éléments là on compte au total 8 namespaces qui rentrent en compte au niveau de Linux sur ces aspects-là. En 2013, là, c'est le gros changement, puisque ça va être vraiment le début de la popularisation des containers avec l'arrivée de Docker, qui eux sont là finalement pour transformer l'essai. C'est-à-dire qu'avec il y avait l'essai groupe et les namespaces. Si vous allez dans la playlist dédiée à Docker, vous verrez, on crée par exemple des namespaces et de la gestion de réseau à la main, tout simplement, pour essayer de se représenter ce que représentent les namespaces, network namespace par exemple, et voir ce que c'est. Et vous allez voir si vous allez dessus que c'est assez... alors c'est pas compliqué, mais il y a pas mal d'actions à réaliser. Et de fait, pas mal d'actions à réaliser, ça veut dire que c'est presque difficile à mettre en œuvre en dehors d'un outil qui va packager le tout. Et l'outil qui package le tout, vous l'avez compris, c'est Docker. Il arrive en 2013. Et là, c'est parti parce qu'il arrive avec une CLI, par exemple, donc une ligne de commande qui est très très bien pensée, très pratique à utiliser, très facile. Il arrive avec une notion d'image, on va en parler juste après. Et du coup, il arrive en plus au même moment où on commence à voir le cloud qui passe un certain cap, au même moment où également les microservices arrivent. Et tout ça fait ensemble, et aussi le même moment pour le DevOps, on va dire, la volonté de déployer le plus souvent possible. Et donc, il arrive vraiment au meilleur des moments pour sortir avec les conditions qui étaient idéales finalement pour que la sauce prenne derrière. Et en 2014, du coup, c'est l'arrivée de Kubernetes en fait, donc on fête ses 10 ans là au mois de juin cette année. Kubernetes a été annoncé, puis ensuite créé, ensuite laissé à la communauté, et ça vient de chez Google. Google. Alors Google chez eux n'utilise pas Kubernetes, ils utilisent un outil qui s'appelle Borg et qui est bien plus historique que Kubernetes que 2014, mais derrière son principe, ses fondements reposent sur cet outil-là. Alors, pourquoi la conteneurisation, un élément assez important. Première chose, se simplifier les déploiements. Alors sur plein d'aspects différents, la conteneurisation va permettre de simplifier les déploiements. On a souvent tendance à faire le raccourci entre container et Docker, je risque de fourcher un petit peu là-dessus, mais derrière, donc les principes restent les mêmes. L'idée, c'est de se dire, voilà, quand on était avant la conteneurisation, on packageait des applicatifs avec un tar GZ, avec différentes manières de le faire, zippé, pas zippé, etc. Et ces applicatifs avaient une version, mais il fallait qu'ils puissent tourner dans un environnement donné, puisqu'il y avait potentiellement des librairies, comme ça existe encore à l'heure d'aujourd'hui, des librairies qui elles aussi sont versionnées, puis également des statiques, éventuellement des fichiers qui vont avec, des fichiers de configuration, et donc ça nécessitait ces éléments-là, des allers-retours entre, on va dire, des équipes qui ont développé l'outil, donc des devs, mais éventuellement des sociétés spécialisées dans le développement, et puis d'autres personnes, l'utilisateur final, ou en tout cas la personne qui va déployer au final en production. Ça peut être une autre société potentiellement, mais ça peut être tout simplement une autre équipe ou une autre personne, et des allers-retours derrière pour dire ah oui mais moi écoute j'ai installé le binaire en version XXX, mais pour cette version là en fait il me faut la librairie, mais je sais pas quelle version, la version YY par exemple, etc. Et avoir le bon matching qui va bien, et plein d'allers-retours pour réussir à fixer ça, et puis quand on a des upgrades, rebelote, etc. Donc assez délicat. Et donc c'est là où est venue la conteneurisation, qui apporte finalement un nouveau modèle de livrable qu'on appelle une image. Et ce livrable finalement c'est quoi? Il faut se le représenter comme si c'était une nouvelle une organisation de file system, comme si on avait une VM très épurée,
On va voir un petit peu après ces notions-là derrière, mais une hiérarchisation de file system qui permet avec tout un environnement de faire tourner l'applicatif en question, librairie, pas librairie, statique, etc., tout ce qui va avec, et tout ça décrit pour pouvoir être stocké et facilement déployable à partir de metadata en format JSON. Et du coup, on se retrouve avec un seul package qui comprend les librairies, l'applicatif et d'autres dépendances de manière à avoir un bloc assez facile à déployer. Et du coup, c'est assez facile à versionner. Et comme c'est assez facile à versionner, on va créer ce nouveau standard qu'on appelle une image qu'on va stocker sur ce qu'on appelle des registries. Donc c'est des dépôts qui sont distants, soit au sein des entreprises, soit distants comme le Docker Hub par exemple. Et on va stocker nos images pour un applicatif donné, versionné à partir d'un composant qu'on appelle un tag, qui est finalement une metadata spécifique pour dire c'est la version X ou Y de mon applicatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à avoir en tête. Alors, principale différenciation entre container et machine virtuelle, c'est ça qu'il faut se représenter. Quand on est dans le monde de la conteneurisation, on a quoi ? On a un serveur physique ou virtuel, dessus on a installé un système d'exploitation, Linux ou autre, avec son propre kernel, son propre noyau. Derrière, si on fait de la conteneurisation, on va venir juste installer un container engine dessus, qui a vocation à gérer, à manager des containers, et à interagir éventuellement avec les registries, monter des volumes, gérer les networks. Donc ça, c'est son petit rôle au Container Engine. Et ce Container Engine, Container Runtime, va permettre de lancer un container ou plusieurs containers sur la même machine. Et tout ça à partir de lignes de commande extrêmement simplifiées, un container étant une application plus une lib. Et là, déjà, on résout une petite partie de la difficulté qui existait avant. Alors, c'était pas une difficulté, mais c'était plutôt quelque chose qui n'était pas forcément toujours plaisant à réaliser, c'est de pouvoir lancer facilement plein d'applications sur une même machine, avec les risques de concurrence de ports, les risques de bien organiser le stockage des données, l'isolation des processus, et ça, c'est les containers qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Ensuite, on se retrouve avec les machines virtuelles, donc qui sont vraiment à différencier des containers. La machine virtuelle, c'est quoi ? On va se retrouver toujours avec un serveur physique sur lequel on va installer un applicatif qui va servir d'hyperviseur, qui va permettre de transformer notre machine en hyperviseur, qu'elle ait plus ou moins de ressources. L'hyperviseur, lui, son but, c'est quoi ? Ça va nous permettre de faire de l'émulation. Donc l'hyperviseur dispose de son propre noyau à lui, et sur cet hyperviseur, on va vouloir installer des machines virtuelles, une à plusieurs, sur une machine physique, par exemple, et chaque machine virtuelle, elle, aura un kernel. Donc du coup, ça veut dire plus de ressources utilisées que quand on va faire de la conteneurisation. Chaque machine virtuelle a son propre kernel. Alors, ça a un avantage, c'est qu'on va pouvoir le différencier, mais l'inconvénient, c'est qu'on va utiliser beaucoup plus de ressources, ça va être beaucoup plus lourd de fait, et on repose sur ce principe d'émulation. Donc on va émuler à partir d'un hyperviseur des cartes réseau, on va émuler du stockage, des disques, etc. Donc dessus, cette machine virtuelle, et on va se retrouver du coup sur la même machine avec un kernel dédié à l'hyperviseur, et dessus, finalement, d'autres kernels différents, potentiellement, pour nos machines virtuelles, puisqu'on va avoir chaque machine virtuelle avec des OS potentiellement différents. Et dessus, on va pouvoir, ce qu'on faisait avant, on installer des applicatifs et des libs. Donc vous voyez que la couche intermédiaire est finalement réduite avec les containers, et est plus facile de fait à manœuvrer que ce qu'on avait avec les machines virtuelles. Elle garde encore un gros intérêt aussi encore ces machines virtuelles, mais dans le cas de simples applicatifs, le gain est assez considérable. Alors attention à ne pas confondre les formulations, c'est assez intéressant de prendre du recul finalement et de se dire, on a tendance à parler de container et se dire, tiens, voilà, parce que le livrable, on a tendance à faire le raccourci et se dire, le livrable c'est le container. Non, le livrable, en mode containerisé, le livrable c'est une image. Donc l'image, c'est elle qui va stocker à l'intérieur finalement
le file system avec toutes les dépendances, etc., l'image va être inactive et c'est elle qui va stocker les éléments. Si on devait faire le parallèle avec les containers maritimes, on va dire, hein, dans la vie réelle, bien le container dans la vie réelle, c'est là où on va stocker des éléments à l'intérieur, peu importe la forme des éléments, hein. Donc là ça correspond tout à fait à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire des applicatifs et peu importe ce qu'on y met avec. On package tout ça, le package finalement c'est l'image, c'est pas le container. Donc on n'est pas ISO à se dire tiens l'image du container dans la vraie vie, container maritime, ça représente exactement ce qu'on a sous forme de container en dehors, pas tout à fait finalement. Néanmoins, donc du coup l'image c'est ce livrable qui contient du code, des dépendances et des métadatas. Ça c'est important, c'est elle qui va être stockée sur une registrie et elle va être inerte cette image, c'est-à-dire je vais la stocker, c'est une data finalement, mais ce n'est pas un processus qui vit. Cette data prévoit de faire tourner un processus si on le souhaite, mais à l'état d'image c'est quelque chose qui va être stocké. Un exemple, on a WordPress par exemple, si on a une image WordPress, on va avoir l'image v1.1 de WordPress, on va avoir la v1.2, etc. On la stocke quelque part. Ces images-là ne tournent pas, donc pour l'instant on n'a pas de WordPress qui tourne. Et si je me dis tiens, je me rends sur une machine virtuelle et je veux lancer 10 instances de WordPress, eh bien je vais lancer 10 containers à partir de la même image de ma registrie potentiellement, 10 containers WordPress les uns à côté des autres, modulo la gestion des ports par exemple, ce genre de choses, mais qui est tout à fait intégré à la conteneurisation et qui est assez facile à gérer de ce côté-là. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête. Un container, lui, en parallèle, c'est l'activation de cette image finalement, c'est le fait de lancer le processus qui est prévu dans l'image, puisqu'en fait une image repose sur un seul processus, un container, lui, ne fait que lancer un seul processus. Si ce processus-là meurt, on perd le container. Donc ce qui est très important à avoir en tête, si on revient aux couches un petit peu plus basses, c'est que si on prend notre système qui héberge des containers, si on regarde la liste des processus, qu'on ait des containers ou qu'on n'ait pas de containers, ça va pas changer grand chose. On va avoir éventuellement un container runtime qui va tourner pour lui manager les containers, mais chaque container va être représenté par le processus qui fait tourner. Si je fais tourner un Nginx sous forme de container, quand je vais lister mes processus sur la machine qui héberge les containers, j'aurai juste un processus Nginx qui tourne. Donc ça c'est important, l'environnement va être un petit peu particulier, mais c'est quelque chose qui est très important. Ces containers viennent faire appliquer finalement les cgroup et namespace, donc on l'a dit, les cgroup pour control group, et ça permet de dédier à ces processus, typiquement dans Nginx, X de CPU, X de RAM, et éventuellement d'autres éléments, et ça va permettre de l'isoler. Donc quand le Nginx va tourner, il va être tourné sur ma machine host bien sûr, mais dans un namespace qui va définir plusieurs namespaces qui vont définir son niveau d'isolation. Donc ça va être l'utilisateur par exemple, ça va être le host, ça va être la communication interprocessus, ça va être le réseau qui va lui être dédié, et le but étant de se dire le Nginx quand il tourne, même son PID, le PID du processus à l'intérieur du container du processus Nginx, c'est le numéro 1. Si on revient à l'extérieur, comme je vous disais, ce Nginx, il va tourner sur ma machine host, et donc du coup, au niveau de ma machine host, j'aurai un PID 1 qui sera mon init de ma machine, de l'OS de ma machine, du noyau sur lequel tourne ma machine, mais néanmoins, je vais retrouver le Nginx. Par contre, à l'extérieur du container, ce processus n'aura pas le même PID qu'à l'intérieur de mon container, où c'est vraiment le numéro 1. Alors, donc ça, on vient d'expliquer, finalement, voilà, ces groupes, namespace, isolation, ces groupes, allocation de ressources dédiées, très important. Alors ensuite, il y a cette petite notion de container runtime. Container runtime, c'est, on va dire, un petit peu le software qui permet de faire tourner les containers sur la distribution ou l'OS sur lequel je suis. Il en existe pas mal finalement. Celui qu'on retient très souvent, c'est Docker, mais il existe aussi Containerd sur lequel s'appuie Docker. Et si on décortique un petit peu, on se retrouve finalement avec deux types de container runtime. On a le container runtime haut niveau et le container runtime bas niveau. Le container runtime haut niveau, lui, repose sur des container runtime plus bas niveau pour pouvoir faire tourner les containers. Un container runtime bas niveau, lui,
ne fait que faire tourner des containers, et donc là, juste, et surtout pour configurer les cgroupes et les namespaces pour lancer ce fameux processus dans un contexte donné. Donc ça, c'est important. Si on prend Docker, par exemple, de base, Docker est un container runtime haut niveau. Pourquoi? Parce que Docker, tout seul, sans les éléments qui s'articulent en dessous, ne saura pas faire tourner un container. Il repose, lui, sur différentes couches en dessous. Donc Docker, qu'est-ce qu'il embarque? Il embarque la CLI Docker, qui va permettre de manipuler les containers, les images, etc. Et surtout, un Docker Engine. Ce Docker Engine, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait appel à Containerd, qui est un autre Container Engine, mais qui est un petit peu plus bas niveau que le Container Engine Docker Engine. Et ce Containerd reste un Container Runtime haut niveau. Ce Containerd, lui, ce qu'il sert à faire, c'est finalement à manager, à orchestrer RunC, qui lui, pour le coup, est un Container Runtime bas niveau. Alors, comme son nom ne l'indique pas, RunC, c'est du Go, ce n'est pas du C. Et RunC, lui, c'est lui qui a à charge de manager les cgroupes et les namespaces au niveau de notre noyau Linux. Donc vous voyez l'empilement un petit peu des choses, container runtime haut niveau vers un container runtime bas niveau. On peut avoir des container runtime intermédiaires. Nous par exemple, quand on va utiliser Kubernetes, on n'a pas besoin de tout le côté un petit peu artificiel, ou tout ce qu'apporte finalement de bonus Docker, c'est-à-dire la CLI, tout ce qu'apporte Docker Engine, on n'a pas forcément besoin. Par contre, nous on utilisera Containerd. Donc du coup on aura RunC, Containerd qui tourneront sur nos machines, et derrière c'est Kubernetes qui fera toute l'orchestration de tout ça. RunC, donc du coup, est lui un container runtime bas niveau. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est important aussi, c'est de savoir, nous, à notre stade, quelles sont les tâches que sont amenés à réaliser des administrateurs de containers. Finalement, moi, physiquement, en tant que personne, qu'est-ce qu'on attend de moi quand ou quelles tâches j'ai à réaliser quand je manage des containers? Créer des images, donc ça on le reverra avec Dockerfile, mais allez voir la playlist vraiment dédiée à Docker, Dockerfile, où on va faire des Docker build pour la ligne de commande. On va lancer des containers, donc on va utiliser la commande Docker run, c'est-à-dire c'est le passage d'une image que l'on va activer sous forme de container, une instantiation finalement. On va configurer, monter des environnements pour nos containers, ça veut dire rajouter, monter des volumes, ça veut dire configurer du réseau spécifiquement. Les autres tâches à réaliser, bien sûr, de temps en temps, tout ça, ça plante, ou en tout cas, c'est mal configuré, ça peut être mal configuré par rapport à l'usage qu'on veut faire. Donc, on va troubleshooter également. Et également, on va chercher à orchestrer des containers. Typiquement, un des containers, des orchestrateurs de containers très connus, c'est Docker Compose, qui est finalement un descriptif YAML d'activation qui va permettre d'activer en tout cas et d'utiliser des images pour lancer des containers orchestrés, c'est-à-dire dépendants éventuellement les uns des autres, avec des règles de dépendance. Et derrière, quand on a passé ce stade-là, on se dit, ok, mais j'ai quelque chose qui permet d'orchestrer des containers, mais juste sur une seule machine. Mais à un moment, ce qui peut être intéressant, c'est finalement, j'ai plusieurs machines les unes à côté des autres. Moi, ce que je veux, c'est que si j'ai un container qui est lancé sur une machine, qu'il puisse se relancer de l'autre côté. Ça existait déjà du temps des machines virtuelles. Bien sûr, au niveau des containers, on recherche et on a recherché cette utilisation-là. Donc, très tôt, il y a eu Docker Swarm. Je crois que même ça s'appelait Swarm Node, si je dis pas trop de bêtises. Donc historiquement, c'est un très très bon outil de clustering finalement de containers Docker pour le coup. Et puis est venu ensuite le challenger plus important qui est maintenant le leader, qui s'appelle Kubernetes, mais il en existe d'autres, Nomad notamment, vous pouvez aller voir, il y a une petite playlist Nomad sur la chaîne. Et derrière, ça va permettre d'assurer plein de fonctionnalités Kubernetes, mais ça, on en parlera lors de la prochaine vidéo. Alors, si vous voulez installer Docker, c'est pas très compliqué. On peut ouvrir vite fait, voilà, comme ceci. Si vous voulez installer Docker, vous vous rendez dans votre navigateur préféré, s'il marche chez moi. Voilà, hop, il arrive. Donc vous tapez Docker install, alors nous on va faire sur du Debian, on va marquer Debian par exemple, voilà, ici on va se rendre dans Docker, hop, et on va se retrouver avec ce qui est prévu pour l'installation de Debian. Alors il y a plusieurs manières de le faire, plus ou moins on va dire manuel, mais sinon il y a le mode full packagé, si vous descendez un petit peu, qui est juste en fait la récupération d'un script bash, vous voyez ici.
Alors, vous pouvez aller voir, même le mieux c'est d'aller voir ce que fait ce script bash. Il installe les dépôts apt par exemple de Docker, l'apt update derrière, et il va installer Docker juste derrière, vous voyez, de cette manière-ci. Et quand c'est terminé, vous allez avoir Docker qui fonctionne. Une fois que vous avez Docker qui fonctionne, vous pouvez ensuite l'utiliser. Vous pouvez commencer à lister les images avec un Docker image ls, ou alors là il y a plein d'astuces, il y a Docker images par exemple. Alors ça met un peu de temps à répondre cette affaire, voilà. Donc là vous voyez qu'on a quelques images qui existent, on a Docker images qui existe également. Mais si par exemple j'ai pas l'image que je souhaite et que je sais que je veux la récupérer sur un serveur distant, alors je l'ai déjà moi l'image Nginx, je voulais la prendre comme exemple, mais on peut faire un Docker pull, et Docker pull et push, le but c'est de manipuler des images, soit tirer une image d'une registry distante, soit pousser une image sur une registry distante. Par défaut, la registry qui va être utilisée, c'est celle de Docker Hub, si vous cherchez sur le web, et on va avoir donc le nom de l'image, suivi de 2 points pour séparer ça du nom du tag. Le tag, nous, on va dire par exemple latest, c'est-à-dire la dernière version disponible de l'image Nginx. Si je fais ceci, il va tirer l'image si elle n'existe pas déjà. Donc là, a priori, c'était pas la toute dernière version que j'avais. Et là, suivant des compositions à partir de layer, vous pouvez aller voir la playlist dédiée à Docker pour ça, on est en train de télécharger l'image Docker avec des notions de cache pour essayer de gagner du temps sur les téléchargements de l'image. Alors moi, c'est un peu le mauvais exemple parce que c'est pas très rapide, mais une fois qu'on a ça, du coup, on est en train de télécharger l'image. Le but derrière, comme je vous disais, c'est tant qu'on a l'image, on n'a pas encore les containers en question. Alors on va le laisser, alors on va peut-être le couper, voilà, on va le laisser comme ceci. Et là, ce qui peut se passer, c'est que j'ai envie de lancer des containers. Donc avec un Docker PS, on va lister les containers actifs sur notre machine. Pour l'instant, on n'en a pas. Et donc si je fais un Docker run, par exemple, petit d, là, le but, c'est de se dire, ok, le processus que je vais le lancer en background derrière, en mode D pour detach, et il va tourner, mais je vais quand même récupérer mon terminal derrière. Je vais donner un petit nom à mon container, par exemple name C1, et je vais dire, bah écoute, ce container, ce que je vais vouloir faire, souvenez-vous, on a parlé rapidement de port de machine. Si on fait un petit schéma, qu'est-ce qui va se passer ? On va pas rentrer dans le détail, mais là j'ai ma machine, ma VM en fait, de cette manière-ci. Hop, voilà. Cette VM, ce qui se passe, c'est que dedans je suis en train de lancer finalement un container C1. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mapping de port. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que le port de mon container, donc là je fais tourner un Nginx, donc le port par défaut ça va être le port 80, comme ceci. Et bien ce que je veux faire, c'est faire en sorte que ce port il soit facilement utilisable de l'extérieur, en tout cas en localhost sur ma VM. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire mapper avec par exemple le port 8080, de cette manière-ci. Ça revient un petit peu à faire ça. Modulo, on pourrait en discuter beaucoup, mais ça revient un petit peu à faire ça. C'est-à-dire que plutôt que de rechercher à utiliser le contexte du container qui est là, je vais pouvoir utiliser ce container-là de manière à le faire répondre sur l'interface réseau de ma VM en question. Donc pour faire ça, je vais passer un tiret petit p, tout simplement. Tout ça pour passer un tiret petit p. Et derrière, donc on a fait ce fameux mapping de 80-80 vers 80. On va lui dire l'image qu'on veut utiliser, de .latest, comme ça aussi de Nginx, et on lance notre container. Donc là, on vient de lancer notre container. Si je fais un docker ps, comme ceci, je me retrouve avec mon container Nginx qui fonctionne. Alors comme je vous disais, ça du coup, ça revient au fait qu'on a lancé notre container Nginx, donc il dispose de son contexte ici, donc son environnement, les user namespace, donc finalement qui ont été configurés pour lui. Donc derrière ça se traduit par, si je suis sur mon laptop, là en l'occurrence, mon laptop dispose lui d'un 127.0.1 finalement. Eh bien, il n'y a pas que lui qui dispose d'un 127.0.1, parce que dans le contexte réseau isolé à l'intérieur de ma VM et qui crée ce contexte de container, donc cette isolation de container, j'ai aussi le user namespace, le network namespace, pardon, qui va agir au niveau du container pour faire en sorte que le container C1, lui aussi, dispose dans son contexte strictement à lui, donc dans sa bulle finalement, et cette bulle est à l'intérieur de la VM,
d'un 127.0.1 qui n'est pas du tout le même hein, entre celui-ci et celui-ci. Et si je lance un autre container Nginx, par exemple ici, hop, voilà, comme ceci, je vais avoir, donc je vais l'appeler C2, et je vais avoir aussi un 127.0.1. Et là, vous voyez aussi, hein, donc, au niveau des namespaces, ce qui est intéressant, c'est que mon container, si je me connecte à mon container, je vais faire un docker exec-ti de mon container qu'on a appelé C1, et je vais m'y connecter avec un bash, je rentre à l'intérieur du container. Si je fais un hostname à l'intérieur du container, là, voilà, comme ceci, vous voyez que le nom de mon container, son hostname, c'est 955DA, etc. Si je lance un autre container, j'aurai un autre ID qui correspond. Par contre, si je suis à l'extérieur de ma machine, elle s'appelle Doki, elle. Ça veut dire également, donc du coup, de la même manière que j'ai un 127.0.1 à l'intérieur du container, bah, j'ai un hostname ici qui s'appelle Doki, mais à l'intérieur des containers, j'ai ici, par exemple, alors je sais plus ce qu'on a dit, hop, il s'appelle 9 à 5, etc. Donc du coup, je vais avoir 9 à 5, etc. Et ça, ce qui permet ça, c'est les namespaces. Ici, on a le network namespace. Ici, on a le namespace qui permet de gérer les hostnames. Donc ici, on aura un hostname différent sur le container C2, etc., etc., comme ça. Les users, on a la même chose, le même principe pour les users, la même chose pour les PID, comme je vous disais tout à l'heure. Au niveau des PID, ce qui se passe ici, j'ai un PID 1 sur ma machine virtuelle finalement. Eh bien, ce qui va se passer, je vais avoir aussi un PID 1 à l'intérieur du container ici, et également un PID 1 à l'intérieur du container ici. En l'occurrence, comme on utilise Nginx, le PID 1 à l'intérieur du container, ce sera le Nginx. Et comme je vous disais, ça tourne malgré tout, ces processus, sur ma VM. Ça veut dire que si je fais un top au niveau de ma machine qui est ici, eh bien je vais avoir un PID, alors je ne sais pas vous dire le nombre, on va le regarder tout de suite, XXX, qui va correspondre finalement au PID à l'intérieur du container du PID 1. Mais ce qui compte finalement, c'est la ligne qui a lancé notre processus, donc le processus en question. Si on regarde par exemple, donc ici j'ai bien mon image Docker qui tourne avec mon container Nginx. Si je me rends à l'intérieur donc du container, comme on l'a fait tout à l'heure, et que je fais un ps AUX, j'ai pas ps, dommage. J'aurai un PID 1 finalement qui existe. Derrière, si je fais un PSAUX grep de Nginx à l'extérieur de mon container, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai bien un Nginx qui tourne, alors il a des forks, mais il tourne. Et là, en l'occurrence, donc vous voyez que le PID, c'est le 11531. Donc le 11531, finalement, c'est celui qu'on a ici. PID 11531, et ça correspond à notre container. Alors là, ici, c'est le C1, c'est l'inverse du coup. Mais derrière, voilà, ce qui est important, c'est de se représenter ces choses-là. Donc j'ai bien un container qui tourne, j'ai lancé un Nginx, j'ai une seule image, j'ai un seul container. Si je veux lancer un deuxième container, je peux même rappeler ma commande de run que j'ai lancée tout à l'heure. Je vais juste changer le nom du container pour passer à un deuxième container. Je ne vais pas pouvoir le mapper sur le port 8080 à l'extérieur parce qu'il est déjà utilisé. Comme je vous disais tout à l'heure, le but c'est aussi de lancer plein d'applicatifs potentiellement sur la même machine. Là vous voyez que sur les ports, même si mon Nginx est prévu pour fonctionner sur le port 80, ça c'est valable dans le contexte du container, eh bien je vais pouvoir le faire mapper sur ma machine, sur le port 8080 pour le container C1, je me dis tiens, le container C2, je vais faire 8081, et je le lance, et du coup si je fais un docker ps, je me retrouve ici avec le deuxième Nginx qui tourne. Et bien sûr si je fais un curl sur 127.0.1, donc sur le port 8080, j'ai un Nginx qui répond, celui de C1. Si je fais la même chose sur le 8081, j'ai le C2 qui répond. Donc là, vous voyez qu'on est déjà parti, on peut déjà commencer un peu à industrialiser les choses, densifier ce qu'on installe sur les machines très très facilement. On aurait pu très bien le faire aussi avec systemd, avec modulo, de la configuration de Nginx, etc. Mais
de manière un petit peu plus délicate à réaliser, une meilleure connaissance du système peut-être également. Donc c'est vraiment une évolution qui est assez forte au cours des dernières années, tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On verra dans la prochaine vidéo ce que représente Kubernetes. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.